la guerre commerciale reste finalement bien en vigueur. Oui, nouveau revirement de Donald Trump. Cette nuit, les négociations entre Bruxelles et Washington vont bien durer jusqu'au 9 juillet, dit le président américain, qui avait pourtant affirmé vendredi qu'il ne voulait pas d'accord avec les 27 et qu'il sanctionnerait même l'Europe dès le 1er juin. Alors, décision prise après une conversation très agréable, dit-il, avec Ursula von der Leyen. She just called me, as you know. Elle vient de m'appeler et elle a demandé une prolongation de la date du 1er juin. Nous avons eu une très bonne conversation et j'ai accepté de déplacer la date au 9 juillet. J'ai accepté et elle m'a dit que nous allions rapidement nous rencontrer et voir si nous pouvions trouver une solution. Voilà Donald Trump après son appel avec Ursula von der Leyen hier soir, la présidente de la Commission, qui elle explique sur ses réseaux sociaux être prête à faire avancer les négociations de manière rapide et décisive. Et en attendant, les chefs d'entreprise européens s'impatientent, eux. Ils sont plus de 80% à considérer qu'il y a urgence pour renforcer la compétitivité de l'Europe, résultat d'un baromètre du BCG publié ce matin. Mais un fait surprenant en face de ça, les droits de douane de Donald Trump ont aussi rétabli l'espoir, voire même l'optimisme de ses patrons. Caroline Morisseau. Les dirigeants européens sont convaincus que les droits de douane américains vont provoquer un électrochoc. L'Europe va enfin prendre des mesures concrètes pour améliorer sa compétitivité. En France, près de 60% des dirigeants sont convaincus que Bruxelles va enfin prendre les choses en main, contre 30% avant que Trump brandisse ses droits de douane. Le mouvement est encore plus spectaculaire en Allemagne, où les 3/4 des dirigeants se disent désormais optimistes, contre un tiers avant les menaces de Donald Trump. C'est d'autant plus vrai dans les secteurs les plus exposés, défense, aéronautique ou encore télécom. À l'inverse, dans la banque et le secteur financier, les dirigeants sont plus sceptiques. Leur opinion n'a quasiment pas évolué. Enfin, si des mesures concrètes étaient prises, comme alléger la bureaucratie ou la fiscalité du travail, les dirigeants européens sont convaincus que cela aurait un effet immédiat. Près de 9 dirigeants sur 10 seraient prêts à recruter davantage et 8 sur 10 à augmenter leur production en Europe. Et puis aux États-Unis, Donald Trump donne finalement son feu vert pour un rapprochement entre US et Nippon Steel. Ça passera par un partenariat, dit le président, ce qui permettra à US Steel de rester américain et de conserver son siège en Pennsylvanie, avec à la clé le plus gros investissement de l'histoire de cet État, se félicite-t-il. Opération saluée également à la bourse de Tokyo ce matin, où le titre Nippon Steel gagne plus de 2%. 8h04, l'actualité en France ce matin, et le projet de loi de simplification de la vie des agriculteurs arrive à l'Assemblée nationale. Avec l'objectif de lever les contraintes administratives et environnementales auxquelles sont exposés les agriculteurs. Le texte est donc attendu de pied ferme, mais il n'en est pas moins explosif. Avec au cœur des débats la réintroduction à titre dérogatoire d'un pesticide. Il est de la famille des néonicotinoïdes. De quoi tendre donc toutes les parties prenantes, les agriculteurs, les associations et les parlementaires. Pauline Tadevin. Les débats à l'Assemblée s'annoncent musclés. Plus de 3500 amendements ont été déposés pour cette proposition de loi qui émane de 2 sénateurs. Les Verts ont déposé plus de 1500 amendements, LFI plus de 800. Cela ne surprend pas le cabinet de la ministre de l'Agriculture qui dénonçait récemment, je cite, cette obstruction. Ce texte a divisé le gouvernement lui-même, avec des divergences entre l'agriculture et la transition écologique sur le stockage de l'eau ou la réintroduction temporaire d'un insecticide de la famille des néonicotinoïdes. De part et d'autre, on assure avoir atterri sur des positions communes et équilibrées pour répondre, nous dit-on, à des revendications légitimes des agriculteurs. Près de 15 mois après la vague de manifestations et les promesses du gouvernement, ils sont déçus et inquiets de l'issue de ces joutes politiques. Pour le patron de la coopération agricole, au-delà d'un enjeu sectoriel, c'est un véritable choix de société que les parlementaires sont amenés à faire, avec en toile de fond la souveraineté alimentaire et l'intérêt général du pays. Et c'est donc une bataille tactique qui s'ouvre à l'Assemblée avec ce texte. Ses partisans vont déposer une motion de rejet pour contourner cette masse d'amendements. Si elle est adoptée, le texte ira directement en commission mixte paritaire sans débat dans l'hémicycle. 3 minutes pour comprendre. Ce matin, on est avec Fabien Hameau. Bonjour, merci d'être avec nous dans la matinale de l'économie. Vous êtes secrétaire général de la Confédération générale des planteurs de betteraves. Avant d'aller sur votre secteur précisément, quand vous entendez qu'il y a 2500 amendements qui ont été déposés, qu'il va y avoir une motion de rejet pour que le texte aille en CMP, qu'est-ce que ça vous inspire ? Comme beaucoup d'agriculteurs, bonjour et merci pour votre invitation. Comme beaucoup d'agriculteurs, c'est aujourd'hui un sentiment un peu de trahison, un sentiment un peu de mépris. C'est assez facile de s'opposer, c'est facile d'interdire, c'est beaucoup plus compliqué de nourrir. Nourrir, c'est vital.
Et donc, on ne comprend pas, en fait, aujourd'hui, les postures un peu politiques par rapport à cette loi d'orientation, qui est une loi d'orientation de bon sens, par rapport au discours qui a été tenu et l'écoute de tous les parlementaires qu'on a pu rencontrer au Salon de l'agriculture. Et Christiane Lambert, l'ancienne patronne de la FNSEA, elle a une formule, elle dit c'est l'agriculture Louis Vuitton qui aujourd'hui ne comprend pas ce qui se passe réellement dans le monde agricole et qui est déconnectée. Oui, tout à fait. Encore une fois, on a besoin d'avoir du revenu dans nos exploitations pour qu'elles perdurent, pour qu'on puisse les transmettre aux prochaines générations. Et donc, en fait, on a un peu l'impression d'être écarté, d'être presque sacrifié, et on ne comprend pas vraiment, en fait, les raisons. Nous, aujourd'hui, on a besoin d'avoir les mêmes moyens de production que nos concurrents européens. Donc, on ne comprend pas pourquoi on a des distorsions de concurrence, des normes qui nous empêchent simplement de produire et d'exercer notre métier. Alors le sujet, notamment sur la betterave, c'est les néonicotinoïdes. Là, on met en avant le fait que ça a un impact, notamment sur les insectes pollinisateurs. J'imagine que vous n'êtes pas contre les abeilles. Évidemment, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme solution dans votre secteur de la betterave, comme alternative qui fonctionne, qui ne sont pas à l'état de test, qui fonctionnent, qui peuvent être utilisées? En fait, tout simplement, nous, ce qu'on demande, c'est de mettre fin aux distorsions de concurrence par rapport à ces moyens de production, notamment pour les betteraves. Et donc, moi, je suis producteur de betteraves. J'ai besoin de lutter contre la jaunisse. J'ai besoin de pouvoir lutter contre les pucerons quand ma parcelle elle est envahie par des pucerons. En Europe, il y a des produits qui existent, qui sont utilisés par tous nos concurrents. Et en France, on est le seul pays où c'est interdit. Donc voilà, je vois pas. Il y a l'ANSES qui dit oui, il y a l'EFSA qui dit oui, et certains députés français réfutent en fait des décisions des autorités scientifiques et se permettent de dire non, vous aurez pas le droit. Voilà, donc c'est aujourd'hui il y a un sentiment un peu de colère et de révolte qui est en train de monter dans les exploitations chez les agriculteurs, et il faut bien comprendre qu'en fait il y a vraiment un ras-le-bol général et une révolte qui est en train de naître. Mais je vous pose la question, est-ce qu'il existe une alternative aujourd'hui efficace? En fait, des alternatives, il y a des travaux de recherche, et donc des alternatives aujourd'hui, elles ne sont pas suffisamment efficaces. Donc on sait qu'on va dans le mur. Si demain on a une forte infestation, si demain on a des gros problèmes d'infestation par des ravageurs, on sait qu'on va aller dans le mur, qu'on ne peut pas lutter. Voilà, donc on a eu en 2020 une grave crise en betterave, donc la crise de la jaunisse, avec des pertes très importantes, 30% au niveau national. Dans certains secteurs, les betteraves n'étaient même pas récoltées tellement la récolte était mauvaise. Et finalement, aujourd'hui, on a toujours les mêmes moyens de protection, on n'en a pas davantage. Et donc c'est ça qu'on réclame, simplement pouvoir utiliser les mêmes moyens que nos concurrents. Que les autres Européens. Merci beaucoup Fabien Hameau d'avoir été avec nous ce matin dans Good Morning Business. À suivre donc aujourd'hui l'examen du texte et sa motion de rejet sous le regard des agriculteurs qui se mobilisent dès ce matin devant l'Assemblée nationale. Et une autre mobilisation, celle des taxis qui se poursuit. Leurs représentants n'excluent pas de nouvelles opérations escargots d'ici demain, même s'ils ont obtenu le réexamen de la Convention sur le transport des malades auprès de François Bayrou. Le Premier ministre qui récupère par ailleurs la gestion des dossiers liés à la Caisse des dépôts, à la Poste et à BPI France. Les attributions ont été transférées par décret ce week-end de Bercy vers Matignon en raison de possibles conflits d'intérêts. Pour Éric Lombard, le ministre de l'économie qui a dirigé la Caisse des dépôts entre 2017 et 2024. On en reparlera dans les offs de Raphaël Legendre à 8h40. DSBJ, Vanrun, Windrose, des noms qui ne vous disent probablement rien, mais ce sont 3 entreprises chinoises qui viennent de s'implanter en France. Effectivement, elles ont toutes les 3 racheté ces derniers jours des sociétés françaises spécialisées dans l'équipement automobile. Alors la question ce matin, c'est est-ce que après les constructeurs, ce sont maintenant les équipementiers chinois qui partent à l'assaut de l'industrie automobile européenne? Élément de réponse avec Justine Bassogne. Inconnu en France, OneRun est spécialisé dans les bus électriques. Il a jeté son dévolu sur Safra et coiffé au poteau un repreneur français. Racheter ce fabricant de bus à hydrogène va permettre au groupe chinois d'obtenir les homologations pour vendre en France, estime un syndicat. Chez l'équipementier GMD, on est plutôt soulagé de se faire racheter par le chinois DSBJ, le seul repreneur en lice. Après le retrait du fonds détenu par Pierre-Édouard Stérin, avec GMD, DSBJ met la main sur un solide outil industriel, 14 sites. Les investissements
chinois en Europe sont depuis quelques années concentrés sur l'automobile, mais ils ont évolué, explique un spécialiste. Après la technologie, les Chinois recherchent surtout de la capacité industrielle. Ces équipementiers veulent acquérir des parts de marché en Europe pour fournir les constructeurs comme BYD qui s'y installent, ajoute un expert. Doit-on s'attendre à une vague massive? La question se pose selon le cabinet de recherche Innovev, d'autant plus que Bruxelles réfléchit à imposer aux constructeurs automobiles un quota de pièces fabriquées en Europe. Et puis dans le journal de 8h30, on reviendra sur la visite d'État d'Emmanuel Macron à Hanoï au Vietnam. Le président qui est arrivé hier soir et les premiers contrats sont en train de tomber. La compagnie Vietjet Air qui annonce notamment l'achat de 20 modèles A330 à Airbus. Bon, il faut pouvoir les livrer, parce que des commandes chez Airbus, C'est le problème. Il y en a plein le pipe. 8h12.